Alors j'ai commencé, c'est pas vraiment une introduction, c'est peut-être un préambule, c'est, je sais pas, quelque chose. L'œuvre d'Anish Kapoor est un petit peu en rond comme ça, alors c'est peut-être ce qui va être cette conférence, mais voilà, je me lance. Alors je trouvais qu'il était difficile aujourd'hui, ce soir, de parler d'Anish Kapoor sans évoquer la comédie à rebondissement qui a secoué Versailles ces derniers mois. Alors, je vais me mettre... L'artiste est donc invité en 2015 à venir installer ses œuvres dans le château et le jardin, comme les années précédentes, par exemple, Jeff Koons, Pennone ou Xavier Veillant. Alors, la polémique de départ est toujours la même. Les Versaillais, autres gardiens du bon goût à la française et du patrimoine figé, crient au scandale, affirmant que la confrontation entre la tradition et l'art contemporain, ou du moins un certain art contemporain, puisqu'on ne va pas mettre tout dans le même panier, est vaine et stérile. Mais cette année, le mécontentement enfle après que l'œuvre Dirty Corner a été taguée d'écriture antisémite faisant directement référence aux origines de l'artiste. Et d'Anish Kapoor, finalement, nous ne retiendrons que ça, cette œuvre aussi baptisée, donc le vagin de la reine, qui ornait ou dévisageait, en fonction de nos goûts, le jardin de le nôtre, devenu à la fois miroir d'une France habée par les extrêmes à la parole libérée, et à la fois d'un jeu d'accusation entre les institutions et l'artiste, les assurances et l'État, etc. Dans cet imbroglio médiatique qui met en lumière une France nauséabonde, autant que l'ego surdimensionné d'un artiste à succès, personne ne sortira vainqueur. Après un second vandalisme qu'on voit ici, Kapoor décide de laisser les injures visibles sur son œuvre. Versailles s'inscrit, le château, Versailles s'inscrit en faux et ne souhaite aucunement être assimilé à cette idéologie. L'artiste veut-il instruire son public, comme il le dit, des clivages politiques qui meuvent le pays, ou souhaite-t-il plutôt régler ses comptes avec Versailles et par là même la Monumenta au Grand Palais dont il fut l'artiste invité en 2011 ? Car ces deux événements, la Monumenta comme Versailles, ont pour contrat de ne pas financer la production des œuvres, mais en contrepartie d'offrir leur image et l'infrastructure en échange d'une exposition prise en charge par l'artiste ou sa galerie. Se pose en outre la question de la paternité de l'œuvre, à savoir qui est en droit de la modifier ou de la nettoyer afin qu'elle retrouve son éclat originel. Versailles clame que l'œuvre, avec écriture antisémite, était nullement décidée en amont et donc que les dites phrases devront être gommées. A l'inverse, Kapoor revendique son droit à disposer de son œuvre. Bataille donc d'avocats qui est loin d'être terminée. En tout cas, et tout ça monte en mayonnaise, sans jamais être contrecarré, comme il se devrait, je pense, par la parole forte et ferme de l'État. Alors j'ai regardé un certain nombre de vidéos comme ça. Et j'en ai trouvé une où Fleur Pellerin, lors d'un entretien télévisé, exprime son indignation, bien évidemment, et la violence des graffitis décuplée. Elle explique in situ lorsqu'on éprouve directement l'œuvre, quand on va sur place. Toutefois, elle noie ses propos maladroitement, on va lui donner peut-être ça, en affirmant que cet exemple amène à se questionner sur les limites de l'art. Jusqu'où peut aller l'art contemporain, se demande-t-elle. Alors soyons clairs, rien ne justifie, même pas le fait de dévoiler telle une origine du monde, l'intimité de la reine, de tels actes, et rien n'autorise à trouver une quelconque excuse à ce geste raciste. Par contre, dans le domaine de l'art, tout mène à une réflexion pour comprendre comment des œuvres, qui ne sont finalement que des œuvres, si elles irritent le regard de certains, ne sont que peu nuisibles, comment est-ce qu'elles peuvent servir de défouloir ? Alors cela rappelle une autre œuvre un petit peu rigolote finalement. Ce sapin de Noël gonflable, plug anal de Paul McCarthy, installé place des Vosges et presque immédiatement crevé comme un vieux ballon de baudruche. Quelle énergie dépensée par les contestataires pour vandaliser des œuvres qui sont en fait plutôt consensuelles,
elles sont plutôt drôles, elles ne sont pas vraiment très violentes, alors qu'il y a tant à faire de plus important et tant de créations davantage politiques et marquantes. À moins que le problème, c'est une piste que je ne veux pas développer, mais peut-être qui amènera à la discussion, mais à moins que le problème ne soit la vue d'images de sexe, ou prétendument, puisque aucun des deux artistes n'a admis avoir fait soit le vagin de la reine, soit un plug anal. Donc la vue d'images de sexe qui choque notre société bien pensante au fondement catholique. C'est ce qu'avance, et je vous peut-être en recommande la lecture, l'ouvrage collectif qui s'appelle « Images et transgressions au Moyen-Âge », qui est publié aux Presses universitaires de France en 2008, écrit par Pierre-Olivier Dittmar, Vincent Jolivet et Gilles Bartholins. Cet ouvrage donc, qui relate le changement de statut des images de sexe avant et après le XVIIe siècle où se met vivement en place le travail des censeurs de l'Église, et de fait, siècle qui voit la naissance, en contrepartie, de la pornographie. Je vous ai mis une image de sexe. Alors je vous cite une partie de cet ouvrage, un petit extrait. Ces représentations donc, du sexe peuvent donc très bien être négatives et en même temps posséder un pouvoir positif. De la même façon, aujourd'hui encore, les Napolitains portent parfois sur eux des cornes rouges de diable pour éloigner le mauvais œil. Le sexe n'est qu'un motif parmi d'autres pour dissiper le mauvais sort ou protéger une zone. Il partage cette fonction avec les saints, la Vierge, le crucifix et des figures plus ambiguës que l'on retrouve sur certaines gargouilles. Alors, pour terminer ce petit préambule, nous verrons très bientôt si Olafur Eliasson, nouvel artiste choisi pour 2016 pour Versailles, sera encore plus consensuel ou s'il enfoncera le clou dans les âmes très très sensibles de nos concitoyens. Je ne savais pas si ça devait être une conclusion ou une introduction. Alors, je voulais commencer par un tout petit film. Je sais que vous en avez vu beaucoup, alors par contre... Ah oui. Ça va marcher ici.
Voilà, j'avais prévu celui sur la Monumenta, mais on m'a dit que vous l'aviez déjà vu. Alors, je vais éviter. Est-ce que je peux avoir... C'était pour faire un petit glissement vagin-phallus. Puisque l'œuvre Shooting to the Corner 2008-2009, qui a aussi été montrée à Versailles, comme vous pouvez voir, est un canon, se compose d'un canon qui est rituellement déclenché à intervalles rapprochés. Donc l'engin envoie des boules de cire rouges de 9 kg chacune à la vitesse de 80 km/h et qui vont s'écraser dans l'angle comme l'indique son titre, qui est de shooting, tirer dans l'angle. C'est une forme primitive, fortement sexualisée, comme on peut le remarquer, avec cette idée de destruction de la matière et qui engendre l'apparition d'une nouvelle. Alors, si on revient un petit peu à Anish Kapoor, ce qu'il est, on peut poser qu'il est un artiste contemporain relativement jeune et connu. C'est d'être connu et reconnu, c'est quand même encore une particularité d'atteindre une telle notoriété à son âge. Il est connu, bien évidemment, je vous l'ai mis sans graffiti, bien évidemment, ou à cause de l'œuvre à Versailles. Il y en avait beaucoup d'autres, mais c'est celle-ci qu'on retient, hélas. Mais aussi, en 2000, il a plusieurs grandes expositions et œuvres monumentales dans le monde qui permettent de construire cette reconnaissance. En 2009, il a une rétrospective à la Royal Academy de Londres. En 2004, il installe cette sculpture monumentale qui s'appelle Cloud Gate, installée donc à Chicago, dans le Millennium Park. Et puis, il est aussi très connu pour ce que maintenant vous connaissez très bien aussi, pour son œuvre en 2011, donc le Léviathan, qui vient s'installer dans la nef du Grand Palais pour la Monumenta. Alors bien qu'elle soit relativement populaire et d'esthétique plutôt plaisant, ces œuvres peuvent être perçues comme violentes, rébarbatives ou brutales. Et puis il y a une autre ambiguïté, c'est que son travail il est à la fois facilement reconnaissable, il a une sorte de signature, Anish Kapoor. Il a des formes, bien qu'il soit reconnaissable en fait, les formes, les échelles, les matériaux sont aussi qu'il utilise sont aussi divers que les influences spirituelles, politiques ou culturelles qui vont traverser son travail. Alors, il est à noter, on reviendra dessus abondamment, que Kapoor est d'origine indienne, mais a étudié en Angleterre. Il a séjourné aussi en Israël et vit et travaille toujours aujourd'hui à Londres. Alors, comme je disais, il est né en 1954 en Inde. Et il est arrivé en 1973, donc relativement jeune, en Angleterre, pour étudier dans un premier temps au Hansney College of Art, puis dans une école un peu plus connue qui s'appelle Chelsea School of Art. Il est aujourd'hui représenté par la Leeson Gallery, qui est une très grosse galerie d'art contemporain. Et en 1990, il est choisi pour représenter l'Angleterre à la Biennale de Venise et lauréat, je vais y arriver, du Turner Prize en 1991. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Turner Prize, mais c'est l'équivalent du prix Marcel Duchamp, en fait,
en France. C'est délivré par la Tate et ça récompense le meilleur artiste contemporain qui vit en Angleterre. Il n'est pas forcément anglais, hein, mais donc on a eu une Française il y a 2 ans avec Laure Prouvost, etc. Donc c'est une vraie reconnaissance, dotée d'un petit chèque qui va avec, etc. Et c'est beaucoup plus populaire en Angleterre que l'équivalent français. Je sais pas, par exemple, on peut avoir le prix peut être donné par Madonna, c'est télévisé, etc. Et en 1999, chose importante, chose marquante, il est élu membre de la Royal Academy of Arts. Alors pour revenir, si on fait le lien avec ce qu'on a vu il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y avait Damien Hirst qui fait partie de la Freeze Generation et après qui fait partie de ce qu'on appelle les Young British Artists, créé par Charles Saatchi. Saatchi, c'est un des frères, Charles Saatchi, c'est un des frères de l'agence de communication Saatchi & Saatchi, qui a fait gagner Margaret Thatcher avec le slogan « Labour isn't working ». Parce que c'est un peu, voilà, j'essaie de faire le truc dans l'autre sens. Charles Saatchi a une grosse collection d'art contemporain, il collectionne de jeunes artistes sortis de l'école. Et pour asseoir sa position sur le marché de l'art, il fait un pacte avec Norman Rosenthal, qui est à la tête de la Royal Academy, qui lui a les caisses de la Royal Academy, mais très très basses, et cherche un petit peu d'argent. Et donc il propose, Saatchi, de montrer sa collection dans cette institution, qui est une institution prestigieuse mais privée, et pas publique. Et un certain nombre de Royal académiciens vont trouver que c'est scandaleux. Cette exposition aura lieu en 1997, elle s'appelle Sensation, elle fera un peu le buzz. Et donc certains académiciens vont démissionner de leur poste en disant que c'est vraiment, ils vont appeler la Royal Academy of Porn, donc la Royal Academy du porno, tellement les œuvres vont leur déplaire. De fait, un certain nombre de sièges vont être libérés. Normalement, on est élu à vie, hein, donc il n'y a pas un turnover très important. Et de fait de cette exposition, on va avoir un grand nombre de sièges libérés et de jeunes artistes britanniques vont pouvoir prendre la place. Alors c'est un petit peu ironique parce que c'est des artistes qui se mettaient en faux par rapport à l'institution et qui trouvaient que c'était vraiment détestable. Puis finalement, 2 ans plus tard, on va leur proposer un petit siège bien au chaud et ils vont l'accepter. Et Anish Kapoor fait partie de cela. Donc il devient Royal académicien relativement jeune. Alors, son œuvre se caractérise par l'utilisation unique du monochrome, rendu par des pigments purs, rouge, bleu, jaune en partie. Et on sait que c'est lors de son voyage en Inde en 1979 que Kapoor va observer, va vraiment se rendre compte en fait, des montagnes de poudre en rouge et orange, etc., étalées à l'entrée des temples. Alors la présence de ces formes et l'intensité des couleurs l'ont aidé à dépasser le point de vue rationaliste des œuvres antérieures, lui permettant une élaboration un peu plus passionnée. Alors je le cite, « Je ne voulais plus faire de l'art, je voulais faire des croyances ». C'est une phrase un petit peu charnière dans son travail. Donc le pigment qu'il va découvrir comme ça lors de ce voyage, ou redécouvrir, lui donne l'opportunité d'intégrer la couleur dans son œuvre. Et puis, ce pigment va lui offrir aussi l'opportunité, pareil, de jouer sur une nouvelle dualité avec, d'un côté, l'évidence des couleurs pures et de l'autre, l'impossibilité de toucher ces œuvres sans les détruire. Alors, je vous ai mis ici une œuvre de 81, Part of the Red. Donc, en fait, ce sont des formes solides. Donc, je reviendrai dessus, mais avant, il faisait des magmas de pigments purs et c'était un peu trop compliqué. Donc, en fait, il fait des formes solides qui le recouvrent. Je donne cet aspect de sable. Alors, cette couleur, elle peut être mate ou brillante en fonction. Il travaille là-dessus. Et quand il ne travaille pas là-dessus, il s'intéresse à la question des matériaux. Donc,
sur l'acier ou sur d'autres formes de métal, alternant donc le plein en fait, des formes colorées au vide en fait, des structures qui sont purement visuelles. Alors pour illustrer ça, j'ai mis l'œuvre Martias 2002-2003 qui est installée dans le Turbine Hall de la Tate Moderne, qui est donc pareil, c'est une commande à chaque fois, un artiste tous les ans. J'ai mis 2 images. Donc Kapoor va s'amuser à travailler avec des matières qu'on peut qualifier d'antinomiques et va alterner souvent de type de matérialité des œuvres, voire va travailler sur ces différences au sein même d'une œuvre. Et puis, comme le montrent ces 2 exemples, ces 2 images, l'œuvre de Kapoor qu'il propose peut être minuscule et appartenir à un inframonde, puis, quelques temps plus tard, s'inscrire dans le registre de l'architecture, voire du bâtiment lui-même. Alors, si on revient sur celle-ci, donc ces premières installations de forme pigmentée, à même le sol, donc je vous disais, étaient dans un premier temps entièrement composées de poudre et de pigments de craie. Leur fragilité et leur non-appartenance étaient donc des parties manifestes de leur existence. Alors avec Part of the Raid, Kapoor commence à construire des objets en matériaux solides, bois, plâtre, fibres de verre et résine, qu'il recouvre dans un second temps de couleur. Donc ici, seul le sens de l'immatérialité de l'objet est conservé, puisqu'on ne peut pas le détruire comme s'il était juste fait de poudre comme avant. Mais quand même, il reste extrêmement fragile, et le simple fait de les toucher les abîmerait, voire les enlaidirait. Et Kapoor avance à ce sujet qu'il ne veut pas atteindre une forme d'harmonie en fait et de beauté par des formes idéales, comme auraient pu le proposer les maîtres de la Renaissance, entre autres, mais par une idée de vécu, pour qu'il veut qu'il y ait une histoire à chaque fois éprouvée au sein de son œuvre. Alors si on parcourt comme ça, on reviendra dessus après, mais à grands pas, on sait qu'en 1995, on voit une rupture dans son travail, avec l'utilisation de plus en plus abondante en fait, de l'acier prolixe. Alors, je vous ai mis comme exemple celle-ci. Donc avec ces nouvelles œuvres, en fait, l'espace de la galerie est alors reflété et non plus absorbé, comme c'était le cas avec les pigments ou les surfaces matifiées. L'œuvre devient un miroir déformant qui l'entoure, et en même temps aspire et crée une forme de vide. Alors cette période, avec ce travail sur l'acier prolixe, va durer jusque dans les années 2000. Donc je vous ai mis ici Turning the World Inside Out de 1995. Et puis celle qu'on a vue rapidement, donc Cloudgate de 2004 à Chicago. Donc la porte des nuages. Alors l'historienne de l'art Christine Wiehlkaiser avance 2 explications distinctes à la matérialité chez Kapoor. D'un côté, elle met le pigment mat, donc utilisé au début de sa carrière, qui symboliserait le sublime traditionnel et la notion de totalité. Et de l'autre côté, donc, comme ici on en a un exemple, l'acier brillant, qui symboliserait donc le sublime moderne et au contraire la notion de fragmentation. Et puis après 2000, on a
encore une fois, de nouveaux matériaux qui sont utilisés et surtout de nouvelles dimensions, comme vous avez pu voir avec la Monumenta, ces nouvelles dimensions qui vont apparaître avec des œuvres qui vont investir d'immenses espaces architecturaux. Alors ça, c'est une œuvre mécanique de 2006 qui s'appelle Past, Present and Future. En fait, on a je sais pas comment on peut appeler ça, un bras à raclette, c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle, en haut blanc, voilà, vous voyez, en triangle, et courbé comme ça, et qui va faire je fais le bruit de la machine, mais ça marche pas très bien, enfin, qui va racler comme ça, comme un essuie-glace, et donner la forme, comme ça, arrondie, à l'œuvre. Est-ce que ça va pour tout le monde, mon explication peu convaincante? C'est bon. Et puis voilà, pour vous montrer encore une œuvre monumentale, At the Edge of the World de 98. Donc on voit ici, pareil, la même forme un petit peu concave comme ça, on reviendra dessus, et qui arrive comme une sorte de cloche sur le monde. Alors, ici on voit qu'à la fois, toujours la même chose, on reconnaît ces œuvres et en même temps, les matériaux et les échelles sont différents. Et comme pour la Monumenta, un autre matériau qu'il va utiliser qui lui permet de créer ces œuvres monumentales, c'est l'utilisation du vinyle. Alors ici, on a une œuvre qui s'appelle Tara Tantara. Alors j'ai regardé l'explication, c'est parce que ça fait en fait, c'est un peu le bruit comme une trompette. Nous, on dit ta-ta-la-ta-ta-ta en français, mais en anglais, on dit ta-ta-la-ta-ta-ta. Pas du tout ça, mais c'était un peu l'idée. Et comme c'est en forme de trompette, voilà. Donc, on a l'utilisation du vinyle rouge pour cette œuvre-là, mais aussi un peu plus rare, du vinyle blanc avec cette œuvre Mélancolia de 2004. Alors ce vinyle, c'est bien évidemment une métaphore de la peau. C'est comme une membrane qui viendrait se poser entre l'intérieur et l'extérieur. Je le cite à ce sujet. Il nous dit « La peau est un aspect présent dans toutes mes œuvres. La peau est le moment qui sépare une chose de son environnement. C'est aussi une surface sur laquelle ou à travers laquelle on lit un objet. C'est le lieu où le monde bidimensionnel rencontre l'espace tridimensionnel. Il y a quelque chose d'implicitement irréel dans la peau que je trouve merveilleux. » Donc ça, c'est lors d'une conversation en 2002 pour son catalogue d'exposition sur Martias. Avec ce type d'œuvre en vinyle et puis un petit peu les autres aussi, on comprend que Kapoor est en permanence dans un jeu qui amène d'un côté les contraintes, le plein et son opposé, la forme phallique et antiphallique. On voit qu'il est toujours comme ça, en train de jouer un petit peu au ping-pong entre les formes, les sens, etc. Et dans toute cette identité plurielle de l'œuvre, une constante semble s'imposer, c'est celle de montrer ce qui est de l'ordre d'une présence autre, d'un aller au-delà. Il n'y a rien de figuratif, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et cette autre chose n'est pas forcément visible, n'est pas forcément rétinien, mais c'est davantage ce que l'on ressent et ce que l'on va ressentir, surtout pour les œuvres monumentales, au moment de la déambulation, quand on va les éprouver. Alors, pour illustrer cette dualité, il y a une œuvre assez singulière de 1992 qui s'appelle When I Am Pregnant, quand je suis enceinte. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, cette image-là, elle est pas de très bonne qualité, mais c'est la seule qu'on trouve. Souvent, on a que cette image-là avec le ventre, qu'on comprend bien, When I Am Pregnant, mais pas le creux qui va avec, qui pourtant fait partie de l'œuvre.
Donc ici, on a une dualité qui va s'exprimer dans la plastique même de l'œuvre, la forme ou le matériau, mais aussi dans les références qui viennent nourrir cette œuvre en amont. Puisque Kapoor a cette particularité d'être autant un continuateur de ce qu'on peut appeler le mouvement minimaliste, mais en même temps, c'est contrecarré par le fait qu'il affirme attribuer une valeur symbolique en rapport à l'Inde et une valeur mythique, plutôt dans la mouvance de Beuys ou de Marcel Duchamp, à son travail. Bon, grossièrement, si on était minimaliste, avant, on ne pouvait pas vraiment être symboliste en même temps. Enfin, c'était pas vraiment autorisé. Donc là, il navigue un petit peu entre ces mouvements. Puisque le but de l'art, en fait, selon Kapoor, c'est de faire émerger dans le monde des objets, c'est-à-dire dans l'ordre matériel, un ordre symbolique et poétique. Alors, je vous ai mis pour cela 2 œuvres, The Healing of St. Thomas de 89. Donc là, on a une inscription très facile, très littérale de l'artiste dans la tradition de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il reprend un sujet qui est traité par les artistes depuis des siècles. Donc on l'a en version rouge, on l'a en version blanche, avec rouge à l'intérieur. Là, c'est tout noir. Et je vous ai mis L'origine du monde de 2004. Donc pareil, comment citer un autre artiste et de fait s'inscrire, reproposer en fait une version de cette origine du monde et s'inscrire dans l'histoire de l'art. Alors l'artiste, jusqu'au début des années 80, il affirme être en quête d'harmonie. Et à partir de 83, il va effectuer comme ça un changement et avouer, je le cite, qu'il a de moins en moins envie de créer des relations harmonieuses. Il veut, avoue-t-il, retrouver les qualités de la sculpture indienne, à la fois dynamique et calme. Alors on reparlera un petit peu de ça, mais c'est comment Kapoor va de temps en temps tirer certaines influences à lui et revenir sur le discours pour les effacer, pour en proposer de nouvelles. Mais bon, on ne peut pas traiter de Kapoor sans passer par Kapoor et l'hindouisme. Alors, les références tout au long de son travail, c'est les références à ses origines indiennes vont être très importantes, même si aujourd'hui il essaie de les nier. Donc on sait que son père est hindouiste et que sa mère est juive, mais que tous deux sont profondément athées. Il nous dira quand même à ce sujet, donc je le cite, « Bien que mon père ait été hindouiste, il n'y croyait pas et trouvait même cette religion hermétique. Nous avions en fait plus de liens avec la communauté de ma mère dans laquelle nous nous sentions profondément enracinés. Les deux traditions sont opposées. L'une est iconoclaste, liée à la Bible et à la famille. L'autre, l'hindouisme, est pleine d'images, mais fondée également sur des textes sacrés et, je pense, en fait, profondément abstraites. L'hindouisme, selon moi, concerne le pouvoir que procurent les activités religieuses diverses, et cela a été pour moi une source très importante d'inspiration, et de compréhension intuitive. J'ai beaucoup appris sur la question du mystère et de la foi. En tant qu'artiste, je travaille sur le mystère. Pour une raison inexpliquée, nous avons tous un profond besoin de croire. C'est l'une des choses que j'interroge. Donc il dira ça en 2001. Alors bien que Kapoor, il affirme, ne soit pas un adepte de l'hindouisme, il a été baigné dans cette
culture jusqu'à ses 19 ans, et puis après, il va réeffectuer un voyage, et n'est pas sans connaître les symboliques qui régissent cette croyance. Il en étudiera d'ailleurs la mythologie, l'art et l'architecture de façon approfondie. Alors, il a, comme je l'annonçais, dans un premier temps référencé ses œuvres en fonction de l'hindouisme, puis a souhaité les effacer, en avançant que c'est trop anecdotique et trop commercial, dans une époque finalement où l'exotisme et la spiritualité pouvaient être un fonds de commerce. Il n'avait pas envie que ça le soit. Et donc a décidé de faire table rase de ces références, du moins sur le papier. Ainsi, il avait, dans un premier temps, pour habitude de donner un sens ésotérique aux couleurs. Par exemple, le bleu et le jaune étaient les couleurs de Krishna, etc., etc., donc en fonction de la religion. Et puis l'artiste va se détacher aussi petit à petit de ses références, puisqu'il va tenter de soigner son image finalement et ne pas paraître mystique ou néo-mystique. Il pense en outre que d'attribuer une caractéristique, et une seule, aux couleurs est un peu pauvre. Il va essayer d'élargir en fait sa palette d'essence, puisque par exemple avant on pouvait dire, il pouvait affirmer que je sais pas, le bleu était l'équivalent de l'énergie positive du karma, etc., etc. Et donc il va enlever, il va essayer vraiment, mais même dans les textes, d'enlever ces références dans son discours pour donner un sens plus large à son travail. Alors l'artiste dit finalement qu'il préfère se créer lui-même ses propres mythologies, mais malgré tout, elles seront toujours dépendantes d'un contexte. Alors la création de la mythologie, on peut par exemple le mettre en lien avec un tel Kiefer, qui est aujourd'hui célébré à Paris et qui, lui aussi, je ne sais pas si vous connaissez son travail, certainement pour certains quand même, l'école des Beaux-Arts, qui, lui, est né l'année où se termine la Seconde Guerre mondiale et en Allemagne. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut encore dire quand on est allemand et qu'on vit comme ça après-guerre. Et au moment où il y a un clivage en fait dans les arts, c'est-à-dire que certains disent qu'on ne peut plus, après la Shoah, on ne peut plus rien représenter. En gros, on ne peut plus rien dire. Et les autres qui disent qu'au contraire, il faut produire pour témoigner, comprendre, etc., etc. Et donc Kiefer décide de prendre cette deuxième option et va revisiter un peu comme Kapoor, mais de façon peut-être un petit peu encore plus approfondie, les mythes, qui soient dans un premier temps les mythes germaniques, qui ont permis de créer la race aryenne, c'est-à-dire qu'il réinterroge sa propre mythologie nationale. Et puis, petit à petit, il va travailler sur la Kabbale, etc. Enfin, voilà, essayer de se détacher de ça, mais toujours comme ça, comme un grand tambour de machine à laver, en fait. On travaille sur du mythe et on le modèle comme ça, et on en laisse un petit bout, et on prend un autre mythe, et etc., etc., et on modèle comme ça une œuvre. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il y a quand même des choses communes, en fait, à ces deux artistes. Donc, on sort de la Seconde Guerre mondiale et on revient dans l'hindouisme. C'est plus sympathique, malgré tout. Kapoor, de cette connaissance de l'hindouisme, il va retenir une notion principale qui est celle de la totalité et qui est nécessaire et centrale, en fait, à cette religion. Alors, je m'explique. Dans l'hindouisme, l'univers est une réalité absolue qui est créée par un dieu suprême qui s'appelle Brahman. Et donc, en accord avec ces principes, Kapoor pense que l'art est une manière de dépasser les multiples, les singularités mises côte à côte, pour retrouver une forme d'unité. Il nous dit en 1996...
une partie du boulot consiste à refaire le tout, je suis très intéressée par la notion de totalité. Alors, ça c'était pour prouver que je travaillais beaucoup en bibliothèque, avec mes super photos. Alors on va revenir sur ces œuvres-là, mais c'est vraiment cette idée de plusieurs singularités, ça fait du bruit comme ça, mises ensemble pour former un tout en fait. Donc avec cette œuvre de 82, Red in the Center, on a ici des objets qui sont comme des symboles, voire comme des idoles, qui appartiennent à un ensemble plus vaste, un ensemble qui est invisible et qui se compose et recompose à l'envi, et qui est aussi silencieux. Alors, pas du tout, je reviendrai dessus après. Et ce que l'on ne voit pas, ce qui entoure ces idoles, ce n'est pas le vide, ni le rien, mais c'est au contraire le divin qui va se manifester sous la forme d'une énergie créatrice. Alors cette énergie créatrice qui émane des objets, c'est aussi une notion extrêmement importante dans l'œuvre de Kapoor, et entre autres avec ces œuvres-là, alors je crois que j'ai plusieurs... Vous n'avez pas vu ça dans la vidéo? Non. De 2007. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce tube de rouge à lèvres. Alors, en fait, c'est un bloc, un immense bloc de 30 tonnes de cire rouge qui avance, comme on peut voir ici, sur des rails, extrêmement lentement, et qui donc va prendre la forme imposée par l'architecture dans laquelle qu'elle doit traverser. Alors ici, c'est une jolie version, il y a des fois, elle est rectangulaire, c'est esthétiquement moins réussi à mon sens, mais bon. Donc ici, elle prend la forme de l'arche à laquelle elle doit se mouler. Et puis derrière elle, l'œuvre va laisser des traces visqueuses ou peut-être plutôt pâteuses, comme en fait un rouge à lèvres, enfin un petit peu. On peut imaginer la texture. Donc ça fait partie de ces œuvres chez Kapoor qui semblent être modelées par leur propre énergie en fait. Elles s'auto-créent et elles sont moulées par le lieu. Et puis, je vous ai mis une autre origine du monde, il en a fait beaucoup en 2004, donc qui travaille encore sur cette cire rouge. Cette fois-ci, c'est comme une crêpière, une grosse crêpière, et qui tourne comme ça, et qui aplanit la cire jusqu'à en faire une sorte de galette. Et puis, comme on a pu voir depuis le début avec ce vagin de la reine, on a cette idée chez Kapoor qu'il y a toujours un pendant masculin et féminin, même dans son œuvre, toujours une dualité comme ça, qui est, dans l'hindouisme, source de l'univers. Puisque chaque divinité possède un aspect féminin qui s'appelle le Devi et un aspect masculin qui est le Deva. Et donc ça va comme ça à chaque fois imprégner les œuvres. Alors je vous ai mis, alors la photo est de très mauvaise qualité, c'est moi qui l'ai prise, mais on la trouve nulle part. C'est Kapoor quand il est très jeune et qui fait une performance qui est sans titre, donc de 77. Il n'en fera pas d'autres après. Mais c'est un document assez intéressant. Donc on le voit qui est en train de commencer une sorte de danse avec donc une partenaire femme dans un cercle qui est matérialisé au sol. Et eux-mêmes
s'inscrivent en ronde dans ce cercle. Et donc là, on a comme ça, donc ils vont faire aussi coucher, et on a une sorte de matérialisation ici du yin et du yang, évidemment. Je trouvais ça assez intéressant de vous montrer qu'il a fait des petites choses aussi sans moyens avant. Alors on va revenir quand même dessus, même si vous connaissez tout maintenant, de Léviathan de 2011. C'est comme les œuvres en cire, on a cette idée, là avec ces œuvres monumentales, on a des formes comme ça qui se créent d'elles-mêmes. Ici, on a une sculpture monumentale qui semble avoir été enfantée par son paysage, organisée en cohérence avec son lieu. C'est comme je sais pas, comme vous savez, de la mousse qui isole là, enfin qu'on met, la mousse, très bien, et qui va prendre comme ça toute la forme du contenant. Donc l'objet, il paraît s'autogénérer, il est comme issu du lieu lui-même, c'est comme un champignon. Et cela va, alors j'en mets une autre, va proposer ou va donner une sensation de légèreté qui est due, qui pourtant, de légèreté en fait, c'est des crins de verre en fait qui fait 72 000 mètres cubes. Donc on peut imaginer qu'on a à la fois un objet extrêmement lourd, mais comme un fin ballon va s'inclure comme ça dans le monument. On peut aussi penser que c'est une sorte d'iceberg avec une forme qui émerge du sol, et on aurait que la partie visible qui se gonfle, qui pourrait davantage se gonfler s'il avait plus de place. Et donc il nous dit à ce sujet, un petit peu avant, en 2008, je le cite, il nous dit que les artistes ne font pas d'objets, ils construisent des mythologies. C'est à travers leur mythologie que nous lisons leur objet. Alors, encore une fois, ici, on a une tension qui se crée entre cette infinie légèreté qu'inspire le Léviathan, la fine membrane qu'il compose, qu'on voit ici, là, en transparence, et de l'autre côté, les contraintes de poids, puisque ça pèse 15 tonnes, de pression, de tension, auxquelles il est soumis. C'est-à-dire qu'il a un vrai travail d'architecte d'un côté, et puis d'un autre, il a un travail presque, on a l'impression qu'il transcende en fait ces contraintes. Alors, cet intérêt pour la masse, cette problématique de la masse, on le retrouve chez un artiste qui s'appelle Philip Guston. Ici, je vous ai mis une œuvre de 1975 qui s'appelle Web, et qui travaille sur ces grands corps qui paraissent à la fois balourds et stupides, et on ne sait jamais trop dans quel sens est-ce qu'elles sont trop lourdes et elles essaient de se relever, est-ce qu'elles sortent comme ça du sol, ou est-ce qu'au contraire elles viennent de s'écraser, mais il y a cette idée comme ça de tension, c'est-à-dire qu'elles sont plaquées en fait, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il y a d'intéressant chez Kapoor, même chez Guston, c'est que, alors que les architectes tentent d'alléger finalement au maximum les structures, afin de leur donner un aspect élancé, gracile, comme ça, ces grandes tours qui font, on essaie de faire de la dentelle. Au contraire, donc ces artistes vont jouer de la masse et de la lourdeur. Et puis, le contraste, ou le paradoxe plutôt, c'est que le tout, cette masse,
Elle est formée par une fine peau qui fait quelques millimètres d'épaisseur. C'est-à-dire que c'est vraiment très léger, ces structures en vinyle. Alors, je voulais vous montrer la proposition qui avait été faite avant pour la Monumenta, qui est celle de 2008 par Richard Serra, et on verra à quel point elles sont complètement différentes finalement. Ici, on a Promenade, donc, de 2008, qui, là, on a un artiste qui va travailler sur la vérité du matériau. On a cet acier brut qui est posé comme ça, et sa lisibilité. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même idée de la sculpture. L'important chez Kapoor, si on revient à celle-ci, c'est la rencontre, celle-ci, entre le matériel et l'immatériel. C'est l'espace esthétique qu'il va créer entre sa sculpture, qui est ici monumentale, et le lieu habité. L'objectif, c'est donc d'inventer une forme à partir d'une absence. Alors pour ça, il va utiliser 3 outils différents pour générer comme ça ces formes à partir du rien. Il y a donc la forme concave, il y a l'idée du sombre ou l'obscurité, et puis du vide. Alors la forme concave, je vous ai mis ici un exemple, Sky Mirror Raid, qui est, si je ne me trompe pas, installé à Londres, à côté de la Serpentine Gallery. C'est une sorte de parabole comme ça. Et donc il raconte que cette idée lui est venue d'une expérience d'atelier où un jour, en fait, il va prendre dans un coin comme ça un bol vide, laissé de côté quelques jours plus tôt, après s'en être servi pour peindre. Et la couleur séchée à l'intérieur du bol va lui donner l'illusion qu'il était plein. Ça arrive à tout le monde, ça. Donc, ça participe à l'idée que le vide peut devenir de la couleur. Alors, une autre œuvre qui illustre bien cette problématique, c'est Yellow de 99, où donc on a une œuvre qui va proposer au regardeur en fait une immersion dans la puissance de la couleur. Ici, on a encore un monochrome, il n'a pas essayé de faire un peu de jaune et un peu de orange, mais c'est bien l'aspect concave qui va changer la perception de la couleur. On a aussi un intérêt de l'artiste pour la question du sublime, on comprend. Et puis, je vous ai mis avec un petit peu la galerie autour pour comprendre qu'on a aussi des œuvres qui sont relativement grandes et donc qui vont impliquer le corps directement du spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant quelque chose de tout petit, mais bien quelque chose dans lequel on rentre en fait. On a un effet hypnotique de la couleur et une tension qui va se créer, encore une fois, entre le su et le perçu. Ce que l'on sait de cette œuvre et ce que l'on voit qui est différent. Et puis, le regardeur, il est invité à habiter l'espace. On est comme happé, on est invité à habiter cet espace qui est concave. Et en somme, on est invité à habiter l'absence. C'est comme, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, on pourrait sauter dedans. Et derrière, advienne que pourra. Alors cette idée du sombre aussi, alors je vous ai mis d'autres œuvres qui l'ont beaucoup influencé, je trouve que c'était pas mal aussi. Puisque traditionnellement dans la peinture, on doit aller du foncé vers le clair, et Kapoor, lui, il va appliquer l'opposé dans son travail. On entre dans ses œuvres en entrant dans le foncé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première origine du monde, comme ça, qui était un trou noir. En fait, c'est une œuvre concave, encore une fois. Mais c'est en fonction de où on se place
elle peut nous paraître plate ou comme une assiette de côté, en fait, dans laquelle on va se jeter. Donc on entre dans ces œuvres par le foncé, comme dans un corps, hein, comme dans une intimité. C'est la même chose que quand on rentre dans le Léviathan. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'était la même chose comme ça. On rentre à l'intérieur de quelque chose. Alors, je vous avais mis... Il y en a 15 000 des œuvres qui ont pu inspirer Kapoor sur ces questions du foncé ou du vide. Ici, je vous ai mis Barnett Newman, qui est The Void, 46. Et puis, une fois qu'on est à l'intérieur, ici ça montre bien, de l'être, hein, de la bête presque, c'est comme si on était à l'intérieur de nous-mêmes, comme si on regardait au travers de nos paupières, vous savez, quand on a du soleil dessus, de la lumière. Et on a cette idée des sensations colorées, même si c'est un monochrome, en fonction de l'intensité de la lumière qui vient sur nous. Donc c'est en fait une façon de rentrer en soi, hein, de se voir de l'intérieur, d'entrer dans notre propre chair. Et puis il y a la question du vide, hein, qui est relative à tout ça. Et pour ça, j'avais mis une autre œuvre qui l'a influencée, parce que je la trouve assez drôle quand même, de Muller, qui s'appelle Église nomade pliée. Et en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit post-it, et dessus il y a marqué Église gonflable, 200 personnes, montage en 10 minutes. Donc c'était la quechua de l'époque, mais en fonction de la grosseur, on a du mal à savoir comment 200 personnes vont pouvoir rentrer dedans, mais c'est tout le mystère, elle n'a pas vocation à être déballée, en vrai. Alors, je disais que c'est quelque chose, ça tourne un petit peu en rond des fois, parce qu'on a toujours cette idée, on a un impact immédiat, hein, de l'œuvre de Kapoor, mais encore une fois, on a un sens qui reste un petit peu mystérieux. Donc le but de Kapoor, je le cite, est d'arriver à des objets qui, en fin de compte, ne ressemblent à rien d'autre. Donc des objets qui doivent être des objets autonomes, indépendants. Donc créer des choses qui paraissent émaner d'un autre monde et dont l'étrangeté nous suggère d'autres manières de regarder. Toute l'œuvre, hein, récente consiste pour Kapoor à apprendre à être indien, apprendre à être anglais, apprendre à être quelque chose. Alors, le paradoxe essentiel qui se joue dans l'œuvre de Kapoor et qui s'ancre dans la tradition hindoue de l'artiste, c'est comment représenter et exprimer la passion sensuelle et religieuse dans une forme plus concise et la plus concise possible. On avait vu, c'était compliqué, c'est qu'à la fois il voulait faire des sculptures minimalistes, mais en même temps il voulait leur donner une histoire. Donc pour ce faire, ces œuvres, hein, comme expliqué avant, elles doivent à la fois tomber dans une extrême abstraction, tout en maintenant une dimension narrative. Et donc, il réutilise cette question du tout, hein, de l'unité totale, hein, qui ne peut pas vraiment être atteinte, mais on peut s'en rapprocher, hein, par une plus grande diversité. Alors, je vous ai mis là alors en vrai, elles sont en couleur, mais des œuvres charnières, hein, qui commencent en 79 et 80 et qui s'appellent Sound Names and Sound Objects. Et donc, voilà, alors on les a en couleur ou en noir et blanc. Donc ces formes, vous voyez ici une installation, voilà, sont conçues non pas comme des œuvres finies, mais comme une collection d'objets séparés, une sorte de cabinet de curiosité, de cabinet, quelque chose. Chacun avec une forme et une couleur extrêmement simples, comme on peut voir ici, présentés comme des équivalents ou comme divers objets d'une même chose. À chaque fois, il va créer un objet qui se suffit à lui-même,
Il le baptise, comme les autres, du nom de l'œuvre, Thousand Names, et chacun prendra sens dans un espace particulier au fur et à mesure des expositions et en écho avec ses petits partenaires qu'il crée et met les uns à côté des autres. Donc on a cette idée que la galerie est aussi conçue comme une sorte de temple dans laquelle on va mettre comme ça des idoles. Je crois qu'on me dit de conclure. Je vais conclure. Alors je voulais faire une conclusion sur la question de ses origines et de fait qui nous intéresse finalement, c'est la question de peut-être la mondialisation de l'art contemporain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une œuvre avec des identités multiples et comment est-ce qu'on peut devenir peut-être la figure d'une forme d'artiste universel. Il est difficile d'interpréter l'œuvre de Kapoor tant à la fois elle est référencée de par son origine et ses différentes cultures, comme on a pu voir, et à la fois par son refus, voire son changement de discours au fur et à mesure de son travail. Il semble, comme bon nombre de ses contemporains, s'inscrire dans des dialectiques actuelles, infusant la création globale, la question du global et du local, de l'ethnique et de l'universel, du centre et de la périphérie. Alors toutes ces questions qui finalement s'articulent autour de ce mot qui est très à la mode, qui s'appelle le post-colonialisme ou le postmodernisme. Tout pourrait donc définir Kapoor comme un artiste indien vivant en Angleterre. Ça pourrait être une première définition. Pourtant, il prend un malin plaisir à réfuter chaque tentative d'étiquetage pour proposer une réalité plus complexe. Ainsi, dans le catalogue de la Tate Collection, à propos d'une de ses œuvres, il est indiqué, je cite, en 1979, Kapoor revient sur son séjour en Inde après quelques années d'absence. Donc on parle bien de séjour en Inde alors que c'est son pays natal. Il ressent que par le passé, trop de choses ont été dites concernant ce voyage et l'impact sur les développements conséquents de ces techniques et imageries qui ont été compris comme ayant une qualité et un caractère spécifiquement indien. Il dira aussi lors d'un entretien, je le cite, à la fin, Kapoor dit qu'il ressent la classification, spécialement en fonction de ses origines indiennes. Je pense, nous dit-il, que nous avons à résister face à l'étiquetage. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être un artiste indien. Je n'ai pas besoin de ça. Alors ce petit jeu entre l'annonce de sa double culture et la minimisation de cette particularité par l'artiste lui-même, c'est lui qui va dire je suis un artiste indien et puis en même temps dire je n'ai pas très envie qu'on me dise que je suis indien. Ce petit jeu va se répéter à l'envi et il existe encore. Alors on peut le remarquer en parcourant l'ensemble des catalogues et ouvrages et des entretiens, etc. qu'il donne. Alors l'anthropologue Denis Vidal avance différentes raisons à ce dualisme permanent. Alors la première sur laquelle nous ne reviendrons pas, puisque nous en avons déjà discuté, est la question de la double identité, soit de la cohabitation de son indianité et de son anglicité au sein d'une même personne. Donc bien qu'il soit sans aucun doute indien, car il est né dans ce pays, il peut être aussi aisément inscrit comme un artiste ou un sculpteur britannique. Cette dernière affirmation est appuyée par un nombre important de commandes passées à l'artiste par le gouvernement britannique lui-même, sa représentation à la Biennale de Paris et de Venise, respectivement en 82 et 90, et ou sa participation active au sein de ce qui s'appelle le Art Council, qui fait partie du British Council, et donc qui est la première institution d'État pour le patronage des arts en Grande-Bretagne. Donc c'est un membre actif en fait du financement de l'art contemporain britannique. L'ambiguïté de cet entre-deux culturel est renforcée par le fait qu'il soit indien de par son père, mais ce dernier se définit comme athéiste radical, ce qui est chose peu commune déjà dans le pays. Sa mère, elle est née en Irak et elle va se réfugier à Bombay pour fuir l'antisémitisme ambiant. Donc l'appartenance à la religion juive, si on essaie de lui trouver une autre
notre influence, se matérialise chez sa mère, moins dans les pratiques et respect du culte que dans, je ne sais pas si vous vous rappelez une des premières citations, que dans en fait, le sens d'une appartenance forte à une communauté. Alors, il nous dit « Je ne veux pas faire de l'art indien, ni juif, ni quoi que ce soit ». Et l'artiste, en fait, de brouiller encore les pistes en devenant bouddhiste, pour encore rajouter une couche de sens. Alors nous comprenons qu'on ne peut nullement le circonscrire dans une religion ou une culture, mais même s'il s'évertue à nous interdire toute analyse de ce type, il n'en demeure pas moins que ses œuvres sont traversées par toutes ces influences. Ne pas toujours croire la parole de l'artiste, c'est pas parce qu'il nous dit qu'il n'est pas ça qu'il n'est pas influencé. Les titres mêmes, vous avez pu voir, de ses œuvres, indiquent parfois où il veut nous mener. Alors ce refus, je conclurai là-dessus, des catégories peut aussi s'expliquer face à la place offerte dans l'histoire de l'art, ou non, aux artistes originaires de l'ancien empire britannique. Jusqu'au début des années 80, une majorité d'artistes issus des anciennes colonies a été marginalisée, soit catalogués dans des cases ethniques qu'ils ne revendiquaient pas forcément, donc soit marginalisés, soit dans des cases ethniques. On peut observer qu'à partir de ces années 80, deux réactions antagonistes vont se mettre en place. Soit les artistes, d'un côté, vont prendre à leur compte ces catégories et les revendiquer, comme c'est l'exemple avec, entre autres, le black art, soit ils vont tenter de gommer toute trace de leur multiculturalisme. Alors les travaux de ces derniers ne doivent pas être jugés en fonction de leur identité ou origine spécifique. Ils cherchent justement à s'en défaire. Un renversement s'opère 10 ans plus tard, puisqu'à partir des années 90, la place des artistes d'origine non occidentale dans l'art contemporain va s'élargir considérablement. C'est exactement dans ces 2 décennies que l'œuvre de Kapoor va d'abord être reconnue, puis atteindre une notoriété mondiale. Il va vraiment traverser 80-90 comme ça. Ainsi, la période dite postcoloniale, où les politiques avaient, et ont toujours d'ailleurs, intérêt à opérer une forme de mea culpa, un peu mou et consensuel, je vous l'accorde, devient un terreau propice à l'épanouissement de l'œuvre de Kapoor, entre autres, et bien d'autres artistes. Bien que cela n'enlève aucunement à la qualité de son œuvre, il ne peut être nié que le contexte socio-politique de la Grande-Bretagne à la fin du XXe siècle était favorable à l'éclosion de figures artistiques fortes, issues des anciennes colonies, et que l'œuvre et le discours de Kapoor, comme ça, changeant, articulant dans un premier temps ses influences originelles pour, dans un second temps, les refuser, pour tendre vers un discours plus universel, était, ce terreau-là, était la parfaite incarnation d'une forme de mondialisation. Et donc je voulais terminer sur une autre œuvre, non pas de Kapoor, mais de Yinka Shony Baring, que nous verrons pas la conférence précédente, mais celle d'après, où nous rediscuterons de cette question du postcolonialisme, avec ici Nelson Ship et le Bottle de 2010, et qui donc annonce ces artistes non occidentaux qui prennent le devant de la scène. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez soupé du Kapoor Oui. Oui. Le Léviathan. Il n'est pas gonflé en fait. Il nous donne l'impression qu'il est gonflé, mais il n'est pas vraiment gonflé parce qu'on peut rentrer dedans. C'est la structure. C'est une structure. Comme une tente. On a l'impression que c'est un ballon en fait. C'est pour ça qu'il nous donne l'impression d'être hyper léger. Mais en fait, on peut pas. Il n'est pas gonflé parce que. Je ne sais pas si vous avez vu, mais. Dans le film, on a vu comme si on gonflait. Bon, on le gonfle au début, mais en fait, il est. Regardez. On peut rentrer dedans. Oui, c'est ça. Je ne comprenais pas. Donc en fait, on le gonfle pour lui donner, mais après c'est la structure en fait. Il tient tout seul, voilà.
Bonne soirée. Alors, prochaine séance le 23 février autour de Sophie Calle.